Merci beaucoup. Je vais continuer avec ces histoires autour des adaptations très particulières de l'ours brun pendant son hibernation. Et avec tout ce que vous venez d'entendre, je pense que vous allez pouvoir me trouver un point commun, au moins un point commun entre toutes ces situations, des situations d'absence de gravité, de vieillissement, de cancer, de sous-alimentation ou au contraire d'inactivité physique, de malnutrition ou d'immobilisation prolongée. Une idée? Dans mon cas, c'est la fonte musculaire, la fonte des muscles qui va m'intéresser et je vais concentrer la totalité de ma présentation sur la fonte des muscles et vous verrez que l'ours, lui, réussit à s'en sortir là où l'homme ne s'en sort pas. Pourquoi cette fonte des muscles dans ces diverses situations? Tout simplement parce qu'un muscle s'atrophie lorsqu'il est sous-utilisé ou alors lorsque les besoins énergétiques ne sont pas satisfaits via l'alimentation évidemment. Donc je ne saurais trop vous conseiller, si vous voulez éviter de développer une atrophie des muscles, de conserver une activité physique régulière, d'avoir une alimentation équilibrée en respectant les apports énergétiques journaliers conseillés. Est-ce que c'est grave la fonte des muscles? Moi j'ai envie de répondre oui, pour plusieurs raisons. Parce que tout d'abord, les muscles, ça représente presque la moitié de votre masse corporelle. Et c'est pareil pour presque tous les organismes. Les muscles, ils assurent des fonctions essentielles. C'est eux qui nous permettent de nous mouvoir. C'est eux qui permettent en grande partie de produire de la chaleur dont on a besoin. Et c'est eux qui régulent notre métabolisme. En grande partie. Ce ne sont pas les seuls, mais ils sont essentiels. Et une bonne musculature est en général associée à une bonne santé et également à une sensation de bien-être. La fonte des muscles, c'est grave également parce qu'on sait que la survie va être compromise tout simplement lorsqu'on perd presque la moitié de ses protéines et les muscles justement sont composés essentiellement de protéines. Et puis enfin, l'atrophie des muscles, elle a été rendue responsable dans diverses hypothèses du développement de pathologies comme le stockage ectopique de graisse. Ectopique, ça veut dire qu'on va stocker des graisses à un endroit où on ne devrait pas, dans le foie par exemple. On peut également, à partir d'une atrophie musculaire, développer une obésité, un diabète. L'inactivité physique, la malnutrition, la suralimentation, qui étaient des situations sur la première diapositive, aujourd'hui sont rangées par l'OMS au 4e rang des causes de mortalité mondiale. Ça touche 15 à 20% des adultes dans le monde et le coût que ça implique est non négligeable, ici 16 milliards d'euros par an en France. Donc l'atrophie musculaire, c'est quoi? On va en parler un petit peu plus. L'atrophie musculaire, la fonte musculaire, elle se caractérise par 3 choses. Une diminution de la taille, de la force et de la mobilité des muscles. Et je vous disais d'essayer de faire en sorte tout à l'heure de ne pas développer d'atrophie musculaire parce que la réponse à cette question qui vient d'arriver, c'est-on lutter contre une atrophie qui est déjà installée? Eh bien, tout simplement, la réponse est non. Il y a bien des programmes d'exercice ou des régimes alimentaires particuliers, mais tout ça ne lutte que partiellement contre une atrophie. Si l'atrophie est très limitée, comme par exemple après une immobilisation dans un plâtre, vous avez tous eu besoin de faire de la kiné, probablement, mais une atrophie plus marquée, même ce genre d'exercice ne suffirait pas. Alors, quel est l'état des connaissances? La recherche dans ce domaine, comme je vous l'ai écrit ici, elle est très active. Et on connaît de mieux en mieux les mécanismes moléculaires qui sous-tendent l'atrophie musculaire à partir de différents modèles, qu'on appelle des modèles classiques, donc des volontaires qui vont accepter de rester allongés pendant 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à 3 mois, et de donner un petit peu de leur sang, un petit peu de leurs muscles, ou alors des modèles en apesanteur, vous avez entendu parler de Thomas Pesquet beaucoup depuis quelques mois, ou des modèles de laboratoire, ou encore des modèles de cellules in vitro. Et donc tous ces travaux apportent une foule de résultats qui font qu'on est capable aujourd'hui de dessiner des schémas très compliqués, comme celui-ci, ou comme celui-ci, qui vous montrent qu'on connaît de mieux en mieux les mécanismes qui sous-tendent l'atrophie des muscles, mais malgré tout, on n'a toujours pas de traitement efficace. Donc, on est un petit peu ici aujourd'hui pour en parler. Est-ce que la bio-inspiration pourrait nous apporter une solution? Donc, j'avais préparé cette diapo, mais beaucoup de ce qui est écrit ici a été dit hier. Je ne reviens pas forcément sur la définition que vous avez ici. Cette figure-là n'avait pas été montrée hier. Le biomimétisme a été utilisé surtout beaucoup en chimie à partir du début des années 94. Et vous voyez sur la dernière courbe en rouge ici, ce sont les applications biomimétiques en sciences de la vie. Et donc vous voyez que ça décolle depuis le début des années 2010. Dans notre cas, je reviens à cette histoire d'atrophie musculaire, il faudrait qu'on puisse s'inspirer d'un modèle animal qui, contrairement à l'homme, résiste naturellement à la fonte des muscles et qu'on comprenne les mécanismes associés.
Donc je reprends les situations que j'avais tout à l'heure, j'élimine l'homme de l'équation, j'élimine les situations qui sont vraiment là pour déclencher la pathologie et pouvoir l'étudier, et il nous reste l'inactivité physique, l'immobilisation prolongée, la sous-alimentation. Et bien ça, ce sont exactement les caractéristiques des mammifères hibernants. L'hibernation, c'est une stratégie qui est là pour conserver l'énergie pendant l'hiver. Ça, on en a déjà largement entendu parler, et c'est caractérisé par une inactivité physique, une réduction de la prise alimentaire. Certains, comme l'ours par exemple, ne vont pas du tout manger, un sommeil, un ralentissement du métabolisme, un abaissement de la température corporelle. Donc moi aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tous ces animaux-là, je vais rester concentré sur l'ours. Vous avez ici son aire de répartition, avec en vert foncé son aire actuel et en vert clair son aire historique. On retrouve l'ours un petit peu dans tous les habitats, depuis des régions côtières à la toundra, à des milieux forestiers. On le retrouve à différentes altitudes, de 0 à 3000 mètres, et il peut occuper des territoires de tailles différentes, de 5 à 500 km². Ici, je vous ai juste mentionné rapidement ces mensurations. Et puis sur la droite, quelques éléments de la biologie de l'ours, sur sa gestation, et également sur sa longévité. Un ours, ça vit 25 à 35 ans, il y a des records à 40 ans. La température corporelle, je la mentionne ici parce que ça va être important pour la suite, elle est en général pour un ours de 36 à 38 degrés, puis un ours c'est omnivore, ça Peter venait de le mentionner. Voilà. Donc, au cours de son cycle annuel, ça on vous l'a aussi beaucoup raconté, l'ours va rencontrer deux conditions, le froid et la pénurie en ressources alimentaires. Il va donc hiberner. Cette hibernation, elle va durer 5 à 7 mois et elle est extrêmement particulière. J'ai comparé ici quelques éléments de l'hibernation de l'ours et de l'écureuil, de certains écureuils. Vous voyez qu'en durée, ça peut être comparable. Vous voyez que contrairement à l'ours, certains écureuils peuvent se réveiller, peuvent s'alimenter, alors que l'ours non. Vous voyez que le métabolisme est diminué chez l'ours hibernant de 75%. Chez certains écureuils, ça peut aller jusqu'à 99%. Très important, la température corporelle, j'en parlais juste avant, elle va être abaissée chez l'ours en hibernation, mais seulement de 3, 4, 5 degrés maximum, alors que chez les autres hibernants, en général, ça chute de au moins une trentaine de degrés, voire plus. Et enfin, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire vont également diminuer chez tous les hibernants. Donc l'hibernation de l'ours, elle est très particulière, et c'est pour ça qu'on travaille chez cette espèce-là. Sur cette image, vous pouvez observer ce qu'on disait tout au début, c'est-à-dire que si on compare le contenu en protéines des muscles de l'ours, lors de la période active, on va observer que dès le premier mois, elle va diminuer de 15 à 20%, mais ce qui est remarquable, c'est que cette perte va se maintenir ensuite pendant les mois suivants de l'hibernation. Si on voulait comparer avec l'homme, eh ben on pourrait également observer une perte d'une vingtaine de pourcents sur 3 mois, mais qui continuerait à s'aggraver ensuite. En ce qui concerne la force musculaire de l'ours hibernant, selon les publications, elle va diminuer de 20 à 30% sur les premiers 3 mois de l'hibernation. Chez l'homme, au bout de 3 mois, c'est déjà 54%. Et ça continue encore par la suite. Donc la première question qu'on pose, et j'en traiterai deux aujourd'hui, quels sont les mécanismes qui permettent à l'ours hibernant de préserver ses muscles, ce dont l'homme inactif est incapable? On va chercher les ours dans la population scandinave, qui comporte environ 3000 individus. Notre zone d'étude se situe à environ 400 km au nord de Stockholm. On a vraiment la chance de travailler avec les équipes du projet de recherche sur l'ours brun scandinave, qui suivent les populations sauvages d'ours brun en Scandinavie depuis 25 ou 30 ans, et qui, chaque année, vont suivre 50 à 60 ours supplémentaires. Ils vont être localisés régulièrement et suivis tout au long de leur vie. Dans notre cas, nos études impliquent des captures d'ours, 5 à 6 ours par an, en juin, lors de la période active, mais également en février-mars, lors de l'hibernation. Donc, je vous ai mis ensuite quelques images pour vous illustrer un petit peu les sessions de capture. En hiver, c'est là que la logistique, bien sûr, est la plus compliquée. Il faut rejoindre le site où l'ours hiberne. Donc, il y a de la voiture, il y a de la motoneige, un petit peu de raquettes aussi. Et puis ensuite, il faut localiser. Vous voyez très mal ici, je pense, mais ici, c'est Sven Brunberg qui tient une antenne pour repérer l'ours très précisément.
Et puis une fois qu'on a retrouvé la tanière, on va dégager la neige. Dans certains cas, il peut y avoir jusqu'à 2 mètres d'épaisseur de neige. Dans d'autres cas, c'est beaucoup moins. Et puis une fois qu'on a dégagé la neige, on peut extraire l'ours de sa tanière. Différentes mesures sont réalisées. Il y a des échographies cardiaques, il y a des prélèvements d'échantillons, et puis des mesures plus globales de mensuration, de pesée. En été, c'est relativement compliqué également parce qu'il faut anesthésier les animaux depuis un hélicoptère avant de pouvoir faire les prélèvements. Et vous avez ici les différents prélèvements qui sont réalisés, donc essentiellement des prélèvements sanguins, des petites biopsies de muscles et de graisses qui sont situés directement sous la peau de la cuisse. Et puis on prépare les biopsies avant de les renvoyer en France pour les analyser. Pour ces analyses, justement, on fait pas mal de choses différentes. On analyse notamment la structure des muscles en effectuant des études de microscopie. Alors, il y a différentes microscopies. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va étudier aussi les propriétés physiques du muscle, le tonus musculaire, la rigidité, l'élasticité, qui vont nous donner des informations un petit peu sur son état, sur son intégrité. Et puis, on va analyser les constituants des échantillons qu'on aura prélevé. Vous avez ici la composition générale biochimique du corps humain qui serait en proportion. Les proportions seraient à peu près similaires si on avait les valeurs chez l'ours. Donc essentiellement de l'eau, beaucoup de protéines, et puis de l'ADN, des lipides, des sucres. Dans notre cas, on s'intéresse aux protéines, à l'ADN, aux lipides, aux sucres, essentiellement dans le muscle, mais aussi dans le tissu adipeux par exemple. Et ça implique des méthodes de chimie, des méthodes de biologie, donc c'est très pluridisciplinaire, ce qui est très classique également dans les études de bio-inspiration. Et tout ça, ça veut dire qu'il faut, pour obtenir l'abondance, la structure ou encore l'activité de tous ces composants-là, et analyser des milliers de molécules. Et tous ces résultats nous permettent de comprendre et ils nous donnent des informations en ce qui concerne la balance protéique du muscle de l'ours. Alors je ne vous définis pas ce que c'est ça tout de suite parce que je crois que c'est la diapo d'après. Je vous parlerai aussi un petit peu après du métabolisme de l'ours. Et puis ce dont je ne parlerai pas aujourd'hui, c'est le contrôle que certaines hormones peuvent avoir ou le contrôle que le cerveau peut avoir sur ce maintien. Et par contre, je vous parlerai dans la deuxième partie de la présentation de certains médiateurs sanguins. Donc la balance protéique, je vous ai dit que je la définirais tout de suite. Pardon. Le contenu en protéines d'un muscle, il résulte tout simplement de la balance entre la synthèse des protéines et la dégradation des protéines, et c'est ça qu'on appelle la balance protéique. Et en période d'activité, quel que soit l'organisme, eh bien, cette balance est équilibrée et votre masse musculaire reste inchangée. Maintenant, en période d'inactivité, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, chez un homme inactif, les taux de synthèse sont diminués, pas les taux de dégradation. Donc tout est en faveur chez l'homme inactif de la fonte des muscles en période d'inactivité. Chez l'ours, c'est complètement différent puisque les deux, synthèse et dégradation, vont être diminuées, d'où un relatif maintien de cette balance. Et donc une première explication concernant la préservation du muscle de l'ours hibernant. Maintenant, on a voulu un petit peu rentrer dans les mécanismes moléculaires qui vont piloter cette synthèse et cette dégradation. Je vous ai mis simplement ici sur la balance, toutes les protéines, tous les acteurs de la synthèse protéique. Vous savez que pour synthétiser, pour fabriquer des protéines dans l'organisme, ça se fait par lecture de l'information qui est inscrite dans nos gènes sur l'ADN. Et puis pour dégrader les protéines, il y a divers systèmes dont j'ai mis les noms ici. Je ne rentre pas dans le détail, sachez simplement que tout ça, ça représente des dizaines et des dizaines de molécules à analyser. Et puis comme ce n'est pas suffisant, il y a encore des molécules de régulation de tout ça, des voies de régulation, et encore des dizaines et des dizaines de molécules. Donc on part de la situation active, on est à l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe chez l'ours hibernant? On est presque à l'équilibre, mais ce qu'on observe, en fait, c'est pas vraiment de changement au niveau de l'abondance des acteurs de la synthèse protéique. Du côté de la dégradation, l'abondance des acteurs de cette dégradation, elle est augmentée chez les ours en hiver. Alors ça, c'est bizarre par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, mais on a également observé que les étapes finales de ces voies, elles semblent complètement ralenties. Donc finalement, on se dit, pour l'instant on en est là, on se dit qu'on va creuser ce côté-là, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire chez l'homme. Et donc étudier la régulation
fines, des étapes finales de ces voies de dégradation que vous avez là, pourraient peut-être fournir des nouvelles cibles, des nouvelles idées, des nouvelles cibles thérapeutiques chez l'homme. Après la balance protéique, je vais vous parler un petit peu de métabolisme en quelques diapos. Le métabolisme, ce sont toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans nos organes, dans nos cellules, de manière continue, et qui font qu'on maintient le fonctionnement de tous nos organes et de toutes nos fonctions. Ici, vous avez un schéma qui représente l'équilibre du métabolisme, ici spécifiquement énergétique. Et donc, à l'équilibre, en situation d'équilibre, vous avez les apports d'énergie via l'alimentation qui sont égaux aux dépenses d'énergie qui permettent d'assurer le métabolisme, qui nous permettent d'être mobiles, de produire la chaleur dont on a besoin, de grandir, de nous défendre contre les pathogènes. Si j'illustre ça sur un organisme, eh bien les protéines, les sucres et les graisses qui sont dans notre alimentation, lorsqu'ils rentrent dans l'organisme, ils vont être transformés en nutriments, acides aminés pour les protéines, glucose pour les sucres, acides gras pour les graisses, et ces nutriments vont subir à leur tour des réactions de synthèse et des réactions de dégradation. Alors pour les protéines, je vous ai déjà parlé un petit peu de synthèse et de dégradation, donc là on va surtout parler de sucre et de lipides maintenant. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on n'a plus d'apport d'énergie? Je vous rappelle que l'ours dans sa tanière ne mange pas. Donc j'enlève toute l'alimentation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien les réactions de synthèse sont ralenties, et les réactions de dégradation vont apporter l'énergie nécessaire. Et pour apporter cette énergie qui est nécessaire pendant un temps aussi long qu'une hibernation, eh ben, ça se fait à partir des graisses. Et cette situation-là, elle est anticipée par l'ours avant l'hibernation, qui va accumuler des grandes quantités de graisse. Il va faire des réserves pour pouvoir les utiliser et vivre sur ces réserves pendant l'hibernation. Donc au final, quand on a regardé ce qui se passait dans le muscle, on s'attendait, et puis dans le tissu adipeux, on s'attendait à la situation suivante, c'est-à-dire mobilisation des réserves d'énergie qui sont dans les graisses. D'accord ? Quand on mobilise ces réserves d'énergie, on retrouve des acides gras dans le sang. On pensait que les lipides, bien sûr, allaient entrer très facilement dans le muscle, puis être dégradés pour éventuellement produire de l'énergie. Ici, je parle très peu et j'ai mis en tout petit l'utilisation, la mobilisation des réserves en sucre, parce qu'on sait que ces réserves-là sont très rapidement mobilisées. Et c'est ce qu'on s'attendait à observer, plus ou moins. Et puis, voilà ce qu'on a observé. C'est-à-dire qu'on est bien dans une situation de jeûne. L'animal ne mange pas. Il y a bien une mobilisation des substrats lipidiques pour produire de l'énergie. Ils ont l'air de rentrer dans le muscle. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ils n'ont pas l'air vraiment d'être dégradés. Et au contraire, on a l'impression que tout le métabolisme des sucres, lui, il s'allume en hiver. Donc ça, c'est complètement paradoxal. Le métabolisme des sucres qui s'allume en hiver, avec a priori des réserves en glycogène qui seraient pleines. Ce qui est moins paradoxal, c'est que même si ce métabolisme des sucres est allumé, eh ben, il ne permettrait pas pour autant de produire l'énergie au niveau mitochondrial. Et tout ça, c'est en accord avec la diminution du métabolisme dont on a parlé et qui caractérise une hibernation. Ça ne reflète pas une situation de jeûne, on l'a dit. Par contre, ça reflète vraiment très bien une situation d'inactivité. Et ça tombe bien, c'est aussi le cas de l'ours. Donc ici, on a un fonctionnement totalement inédit du muscle inactif chez l'ours, qui pose un certain nombre de questions. Que deviennent ces acides gras? D'où viennent ces sucres? Alors ici, on a quelques hypothèses qu'on est en train de creuser. L'hypothèse de l'installation d'un cycle futile de recyclage. Hein. On a observé que ce glucose, s'il ne permet pas de produire d'énergie, eh ben, il permet de produire du lactate. Et on sait que ce lactate peut se retrouver dans le sang, puis dans le foie. Et dans le foie, à partir du lactate, on est capable de refabriquer du glucose qui va repartir dans le muscle. Ça expliquerait aussi pourquoi nos réserves de glycogène sont pleines, ce cycle futile. Et tout ça permettrait donc à l'animal, ça serait un mécanisme supplémentaire pour économiser de l'énergie, tout en gardant un muscle fonctionnel. Donc, au final, on a le même équipement que l'ours, mais les régulations lorsqu'il est inactif, sont complètement différentes. Donc ce qu'on voudrait, c'est maintenant aller plus loin dans l'étude de toutes ces régulations et comprendre pourquoi avec le même équipement enzymatique, il ne se passe pas la même chose dans une même situation. Et on espère que ça pourra donner aussi encore d'autres pistes pour lutter contre l'atrophie chez l'homme. Une dernière chose, là je suis revenu à mon schéma théorique du départ. On sait que quand il y a production d'énergie à partir des lipides, donc au niveau de la mitochondrie, ça stimule
Peter en a un petit peu parlé déjà avant, la génération de molécules instables. Et ces molécules instables vont aller dégrader tout un tas d'autres molécules, dont les protéines, mais aussi l'ADN, par exemple, et on appelle ça le stress oxydant. Eh bien, nous, dans notre situation, qui est celle-ci, je vous rappelle, on a une diminution de la production d'énergie au niveau de la mitochondrie, donc on s'attendrait à ce qu'il y ait une diminution du stress oxydant. Donc ça, on a regardé, et c'est effectivement le cas. Le stress oxydant est diminué, il y a beaucoup moins de dommages sur les protéines, et en plus, il y a des systèmes de défense qui sont activés. Donc, l'ours hibernant, il a un stress oxydant diminué, pas l'homme inactif. Donc le stress oxydant, voici une nouvelle cible à privilégier, peut-être, pour lutter contre l'atrophie musculaire chez l'homme. Ici, un petit résumé de ce que je viens de vous dire sur la première question que j'ai posée. Je vous ai parlé du ralentissement des étapes finales des voies de dégradation des protéines dans le muscle de l'ours hibernant, d'un métabolisme des sucres un petit peu particulier avec une hypothèse de recyclage, et puis d'un stress oxydant diminué. Donc maintenant, je vais poser une deuxième question. Des études qu'on mène en parallèle des premières. Comment est-ce qu'on pourrait transférer ces capacités uniques de l'ours à épargner ses protéines vers la thérapeutique humaine? Et ça, cette question, elle part d'une observation. Vous avez ici des fibres musculaires. Alors des fibres musculaires, ça ne se balade pas tout seul comme ça, hein, c'est irrigué, c'est innervé. Ici, vous avez un nerf qui innerve justement des fibres musculaires. L'innervation, c'est elle qui nous permet de décider de faire des mouvements, c'est elle qui nous permet de ressentir une douleur ou une sensation d'étirement, par exemple, d'un muscle, et ce qui va déclencher des mouvements encore, mais réflexes cette fois. Eh bien, on sait que si cette innervation est interrompue, alors je vous rassure, on ne va pas la couper avec des ciseaux comme ça, hein, c'est ce qu'on rencontre dans des cas de traumatisme avec un écrasement des nerfs, écrasement qui peut aller jusqu'à la rupture. Et bien, ce qu'on observe, alors normalement sur ce petit point d'interrogation, c'était un homme, parce que ça c'est exactement la situation qu'on retrouve chez l'homme, et on retrouve exactement la même chez l'ours en été. Donc si j'ai mis une deuxième petite figure ici en hiver, vous imaginez bien que c'est pour mettre l'ours hibernant. Eh bien, si on fait la même observation chez l'ours hibernant, les fibres musculaires ne vont pas s'atrophier cette fois. Donc la dénervation, elle, provoque une réduction de la taille du muscle chez l'homme et chez l'ours actif, mais pas chez l'ours hibernant. Donc le système nerveux ne semble pas directement impliqué dans la préservation du muscle de l'ours en hiver. Si ce système nerveux n'est pas impliqué, peut-être qu'il y aurait des molécules dans le sang, c'est ce qu'on regarde en général tout de suite après, et qui aideraient au maintien de ce muscle. Là, je vous rappelle très rapidement la composition du sang. Ce sont des cellules, des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, et puis une fraction liquide qu'on appelle plasma ou sérum selon le mode de préparation. Et cette fraction liquide, eh bien, c'est essentiellement de l'eau et des protéines. Et hier récemment, certains de nos collègues en Suède ont analysé le contenu en protéines du sérum, ont comparé le contenu en été, en hiver, et ils ont, parmi toutes les différences qu'ils ont observées, ils ont vu cette protéine, l'alpha-2 macroglobuline, qui était plus abondante en hiver. Alors c'est une protéine qui a plein de fonctions, et entre autres, on sait qu'elle est capable d'empêcher la dégradation des protéines dans le sérum. Donc la question qu'il faudrait maintenant creuser sur cette approche-là, c'est est-ce que cette protéine serait capable d'agir sur le muscle de l'ours? Ça, on n'en a aucune idée pour l'instant. Alors nous, on a une approche un petit peu différente. Et on se pose la question suivante, si effectivement des molécules sanguines protègent le muscle de l'ours, est-ce qu'elles sont capables tout simplement d'agir sur du muscle humain? Donc on va prendre du sérum d'ours en été, en hiver, et on l'applique sur des cultures de cellules musculaires humaines cette fois. Et puis on va mesurer un certain nombre d'effets, on va regarder la taille des cellules, encore une fois les taux de synthèse, les taux de dégradation, les mécanismes associés, comme tout à l'heure dans le muscle de l'ours, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Première observation, j'espère que vous voyez bien sur les images, je pense que c'est assez visible. Quand on applique du sérum d'ours hibernant sur les cellules musculaires humaines, elles sont plus grosses. Donc il y a quelque chose dans le sérum de l'ours hibernant qui est capable d'agir sur du muscle humain et qui en plus induit des effets plutôt favorables, on fait pousser du muscle. Donc là, on obtient peut-être une piste vers une thérapie innovante de lutte contre l'atrophie.
De la même façon que tout à l'heure dans le muscle de l'ours, on a regardé ce qui se passait au niveau de la balance protéique, au niveau de la synthèse et de la dégradation. Et ce qu'on observe ici, c'est que synthèse et dégradation sont diminuées, comme dans le muscle de l'ours en hiver. Simplement ici, la dégradation l'est beaucoup plus, d'où cette augmentation de la taille des cellules musculaires exposées au sérum d'ours. On a regardé encore une fois toutes les protéines qui sont impliquées des deux côtés, du côté synthèse, du côté dégradation. Et qu'est-ce qu'on a observé? Du côté synthèse, l'abondance et l'activité des acteurs de cette synthèse, elle est plus grande dans les cellules exposées au sérum d'ours hibernant. Et du côté de la dégradation, le sérum d'ours, lui, c'est sans équivoque, il inhibe les acteurs de la dégradation. Et cette activation, là encore ça semble curieux, elle semble passer par l'inhibition des étapes finales de ces voies de dégradation, exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure et qu'on a observé dans le muscle de l'ours in vivo. Donc les mêmes mécanismes in vivo, in vitro. Et puis on a regardé un petit peu, alors là je n'ai pas ensuite détaillé, je pense qu'on n'a plus trop de temps non plus, d'autres types de processus, métabolisme comme tout à l'heure, le remodelage tissulaire, l'inflammation, etc. Et systématiquement, le sérum de l'ours hibernant induit des événements moléculaires dans les cellules musculaires humaines qui sont très similaires aux événements moléculaires qu'on a observés dans le muscle de l'ours hibernant. Donc je vous mets ici un petit résumé des deux questions que j'ai posées et des réponses que j'ai tenté de donner. La dernière étant que des molécules sanguines d'ours sont capables de passer la barrière des espèces et d'agir favorablement sur du muscle humain. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est continuer à décrire, bien sûr, dans le détail tous ces effets, mais on va chercher surtout à identifier ces molécules. Alors ça, c'est un défi énorme, parce qu'il y a des milliers et des milliers de molécules dans le sang. C'est le compartiment biologique le plus difficile à analyser. Donc identifier ces molécules, et puis une fois qu'on en aura quelques-unes, on espère, on aimerait tester leur capacité à prévenir, à limiter, ou cerise sur le gâteau, à même inverser une atrophie induite pour laquelle je vous ai dit qu'on n'avait aucun outil chez l'homme à ce jour. Et donc ce faisant, on espère vraiment un jour être source de bienfaits pour l'homme, pour lutter contre la fonte musculaire des personnes âgées, des personnes sédentaires, des personnes sous-nutries ou au contraire obèses, des patients immobilisés sur le long terme, des patients atteints de différentes maladies des muscles, et puis les astronautes pour leur santé et la sécurité des vols, tout simplement, vols spatials qui sont de plus en plus longs. Vous savez que la plupart des agences spatiales prévoient des vols habités jusqu'à Mars d'ici 2030, 2050. Mars, c'est en fonction de la position relative des deux planètes sur leur orbite solaire, c'est 60 à 400 millions de kilomètres, et dans les situations les plus favorables, c'est 21 à 30 mois de voyage. Il n'y a jamais eu de voyage aussi long pour l'instant. Donc on espère pouvoir doper, avoir le temps de faire toutes nos découvertes avant qu'ils partent, pour doper les astronautes aux molécules d'ours. Et sinon, je vous présente l'équipe qui partira. Et ça me permet de boucler la boucle avec mon titre, de la tanière de l'ours à la planète Mars. Et je remercie tous mes collaborateurs et tous les instituts qui nous soutiennent, avec notamment le CNRS, l'Université de Strasbourg et le CNES, qui nous soutiennent fortement. Et puis vous, pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant et très bien terminé. On va peut-être prendre quelques petites questions. Oui. François Moutou. Merci pour la présentation. Alors, chez l'ours brun, il se passe aussi quelque chose de particulier pendant l'hibernation chez la femelle, puisqu'elle met au monde. Et donc, il y a forcément, j'imagine, un métabolisme nécessaire pour l'élevage des petits, leur donner un peu de température et les alimenter. Et comment ça se combine par rapport au ralentissement des fonctions habituelles chez les mâles, par exemple? Ça, c'est vrai que c'est assez incroyable. La femelle décide, dans cette espèce, l'évolution a prévu que la femelle mette bas et allaite ses jeunes pendant l'hibernation, une situation où elle est en déficit normalement énergétique. On sait que produire du lait, c'est une des composantes qui est la plus demandeuse en énergie. Donc effectivement, c'est tout à fait paradoxal. C'est un petit peu la même chose pour l'ours polaire qui va avoir à mettre bas pendant la période où il y a un petit peu moins de ressources alimentaires et où il fait froid. Et c'est un petit peu le moment où voilà, les jeunes, c'est un petit peu le moment où la femelle va mettre bas. Dans notre cas sur l'ours brun,
On n'a pas accès à ces échantillons-là. Ce qui avait été décidé au début de tous les prélèvements sur ces ours bruns-là, c'est on est chez des animaux sauvages, donc on cherche à les déranger le moins possible, et donc on ne prend pas des animaux qui sont susceptibles d'être en reproduction. Donc toutes les captures qui sont réalisées, ce ne sont que des animaux de 2 à 3 ans, et on ne capture pas les animaux au-delà. Il pourrait y avoir aussi éventuellement un petit peu plus de danger pour les personnes qui capturent effectivement. Donc d'une part, on a des animaux qui sont entre 2 et 3 ans, donc pour lesquels on est sûr qu'ils ne vont pas se reproduire, pour lesquels on est sûr qu'ils ne sont plus avec leur mère. Et ça a un autre impact, peut-être que j'anticipe une autre question, j'en sais rien, c'est que on n'a pas le choix et on a aussi bien des mâles que des femelles. Donc il y a probablement des choses qui se passent effectivement entre les sexes. C'est peut-être un petit peu moins marqué chez les juvéniles. Ce que je dis est gratuit, mais je n'en sais rien effectivement. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de mesures pour pouvoir faire une corrélation entre les sexes. Mais en tout cas, ça, ce sont des contraintes vraiment dues à ce qui a été décidé pour ne pas être trop invasif chez cette espèce sauvage. Oui, Yvon Lemao. Oui, je connais bien le travail de Fabrice. Donc c'est une question en fait pour ceux qui connaissent bien l'ours polaire. Partant de l'observation chez l'ours brun, comme tu le sais Fabrice, que puisqu'il n'y a pas de production d'urée, puisqu'il y a épargne musculaire, il n'y a pas de défécation ni d'urine. C'est-à-dire qu'une tanière d'ours brun est propre. Alors qu'en est-il de l'ours polaire? Est-ce qu'une tanière d'ours polaire, enfin au Spitzberg par exemple, une femelle, et c'est la femelle, elle hiberne quand elle met bas, hein, chez l'ours polaire. C'est pareil. L'ours brun, c'est pareil. Et c'est propre également. Alors moi j'ai eu la chance, l'immense privilège de rentrer dans plusieurs tanières d'ours polaires. Parfois j'ai même failli rentrer dans une tanière qui était occupée, mais ça c'est une autre histoire. Donc je suis rentré dans une tanière qui venait d'être vide et qui avait encore cette espèce de moiteur de la présence de la femelle avec ses petits. C'est parfaitement propre. On a envie d'y faire la sieste. Il n'y a aucune trace de quoi que ce soit. En plus, bon, il doit y avoir les petits pissous des jeunes, évidemment, pendant les 3 mois qu'ils sont dans la tanière. La femelle gratte la neige qui est partout. Je pense qu'elle doit même peut-être en consommer aussi une partie, peut-être se réhydrater ou je ne sais. Mais en fait, c'est parfaitement propre. Donc, il n'y a aucune odeur, il n'y a aucun déchet, ni d'urine, ni de défécation, il n'y a rien du tout, quoi. Donc ça, c'est un argument très fort pour dire que l'ours polaire a le même mécanisme que l'ours brun. Il y a de fortes chances. En plus, bon, on sait que les études génétiques, hein, les dernières, comme l'a démontré la dernière publication d'Alexandre Assanin, qui a fait une très très forte synthèse sur le sujet, on sait aussi que les deux espèces sont très très proches au point de s'hybrider et d'avoir des hybrides fertiles. Et en plus, on sait que dans tous les ours polaires, il y a une partie d'ours brun. Donc on sait que toute cette espèce, comme ces deux espèces sont quand même excessivement proches, quoi. Merci. Ah, une question ici, puis après peut-être une dernière dans le fond. Et après, on va continuer. Bonjour, merci pour votre belle présentation. Moi, je me demandais, vous avez fait des études sur l'ours brun. Croyez-vous que ces mécanismes-là sont pas mal similaires chez les autres mammifères qui font de l'hibernation? Avez-vous des pistes ou des éléments qui pourraient vous indiquer qu'ils seraient ainsi? Oui. Effectivement, il y a beaucoup de similarités. Du point de vue des remarques très générales, la seule chose que je mentionnerais comme différence, ce serait l'histoire de la température, qui va plutôt souvent diminuer beaucoup chez d'autres hibernants et très peu chez l'ours. Ils épargnent tous les hibernants épargnent leurs protéines. Et une des différences notables qu'on a observées, alors des choses que je n'ai pas montrées ici, hein, j'ai parlé de synthèse, j'ai parlé de dégradation, j'ai parlé de molécules qui régulaient. Il y a un certain nombre de molécules qui sont connues pour, chez l'écureuil, en tout cas hibernant, agir au niveau de cette balance protéique parce que leur niveau, leur abondance et leur activité est modulée. Et chez l'ours, nous, donc, bien sûr, on s'y est intéressé et pas de différence. Donc il y a beaucoup de similarités, mais il y a des voies de régulation qui sont tout à fait particulières à l'ours.
Parce qu'à Strasbourg, on a travaillé aussi sur les écureuils terrestres. Et en fait, il y a un Canadien qui s'appelait, il est décédé récemment, Nicolas Morozowski, qui avait montré qu'un écureuil terrestre de Californie est dans ce qu'on appelle le régime très basse calorie spontané. Donc, c'est l'équivalent en diminution d'apport alimentaire de ce qui se passe chez l'homme qui veut maigrir. Et donc, je lui ai proposé une étude qu'on a faite ensemble. On a amené des écureuils terrestres à Strasbourg et on a étudié la balance azotée. Et en fait, comme l'a montré tout à l'heure Fabrice, l'écureuil terrestre, chaque fois qu'il se réveille, il s'alimente un peu. C'est ce qu'il a montré dans une de ses dias. Et ce qu'on a trouvé, c'est que cette faible prise alimentaire est ajustée sur ce qui permet à l'animal d'éviter une perte musculaire. Donc, il le fait, mais par un mécanisme différent de l'ours. Ce qui est extraordinaire chez l'ours, c'est qu'il est totalement à jeun, tandis que chez l'écureuil terrestre, c'est parce qu'il s'alimente juste ce qu'il faut, et c'est ce qu'on aimerait faire. Et tous les régimes basse calorie, avec les diètes protéiques chez l'homme, etc., qui permettent à des gens comme Cohen et compagnie de faire énormément d'argent, ont pour but de dire, voilà, c'est pour éviter de perdre du muscle. Mais là où c'est une escroquerie, c'est qu'en fait, on n'y arrive pas complètement chez l'homme.